La question de la nationalité et de l'identité continue de diviser en Côte d'Ivoire. Au-delà des textes juridiques, ces notions touchent à l'histoire, à la mémoire collective et au vivre ensemble. Entre héritages coloniaux, migration interne, enjeux politiques et sentiments d'appartenance, le débat reste sensible et souvent mal compris. Pourquoi la nationalité suscite-t-elle autant de tensions? Comment l'identité devient-elle un instrument de pouvoir ou d'exclusion? Dans cette vidéo, nous allons analyser les causes profondes de ces débats, leurs impacts sur la société ivoirienne, et les pistes pour mieux comprendre un sujet aussi complexe qu'essentiel. D'accord, très bien. Justement, ça m'amène à poser la question suivante à Landry Couillot. Est-ce que le cadre légal ivoirien protège contre les discriminations identitaires? Bien sûr, déjà, sur votre carte nationale d'identité, les informations afférentes à votre groupe ethnique sont bannies. On ne les retrouve pas. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? Ali, permettez-moi de pouvoir faire quelque chose, un exercice. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est une création. C'est une création politique de l'empire colonial. Quand je vois des gens réclamer la Côte d'Ivoire, se réclamer, attention, mesurons-nous un peu. Parce qu'à la base, c'est une entité géographique dirigée, gouvernée par la volonté d'une puissance coloniale. Les populations aujourd'hui, desquelles ressortent des personnes qui, avec virulence, se réclament de Côte d'Ivoire, n'avaient même pas conscience de ce que c'est que la Côte d'Ivoire. La réalité Côte d'Ivoire, avec les 322 000 km², ça n'était nullement discuté par ces populations-là qui auraient trouvé un endroit où, de manière conventionnelle, ils auraient décidé de pouvoir vivre ensemble. C'est le colon qui crée cette entité géographique. Et puis, ces populations vivant ensemble, partageant un quotidien qui est le même, qui est d'être sous l'emprise du colon, des difficultés de la dépossession de leur humanité, vont donc décider de travailler à accéder à l'indépendance. Donc, cette entité géographique, ce pays, va devenir un État. Un État qui est donc cette entité politique et juridique qui est constituée de 3 éléments. La population, une assise territoriale et puis un pouvoir politique. Houphouët-Boigny le rappelle à toute fin utile que l'un de ses défis est celui de pouvoir faire de cet aggloméré, de cette entité ethnique-là, une communauté nationale. C'est-à-dire un groupe de personnes partageant des valeurs communes et créant progressivement une identité commune. En tant qu'État, vous allez vous en voir qu'on a des personnes qui se considéraient, de par leur identité, projetées dans la dimension de citoyen. Être citoyen, pour beaucoup, ils n'arrivent pas à réaliser cela. C'est quoi être un citoyen? C'est quoi mettre l'État? Ils sont plus dans l'identité qui se rapproche à leur groupe ethnique. Quand vous demandez à quelqu'un, il dit « je suis bêté », avant de dire qu'il est ivoirien. Mais peut-être que justement, dans notre cursus ou notre parcours scolaire, on n'a pas suffisamment été formé à la citoyenneté. J'y arrive, Ali. C'est peut-être l'une des faiblesses de notre État. Je suis d'accord avec vous. Je suis absolument d'accord. C'est de dire qu'aujourd'hui, nous avons donc un État qui devrait davantage travailler à pouvoir faire émerger dans la conscience des gens la réalité de ce que c'est que l'État et de ce qu'ils sont en tant que citoyens, en plus d'être bêtés, Sanoufo, Dida, Adjoukrou. Parce que les gens se définissent d'abord ainsi. Et c'est en cela qu'ils disent des autres qui ne sont pas suffisamment ivoiriens, parce que l'identité qu'ils ont est en rapport avec leur sphère géographique, et cette sphère géographique leur donne du pouvoir. Lorsqu'ils voient venir vers eux des populations qu'ils n'ont pas historiquement connues sur ce territoire, ils ont le sentiment d'être envahis, et quand ces populations y prospèrent, ils ont le sentiment d'être dépossédés de ce qui fait de ce qu'ils sont, puisque nous sommes des communautés qui sont telluriques en rapport avec la terre. Et quand vous perdez cela, il y a un problème. Vous avez l'impression que vous êtes dépossédé de votre pays. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils vont reprendre leur pays. Parce que, d'un point de vue économique, ils sentent le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Et cette personne qui est à côté d'eux n'est pas celui qui, dans leur représentation historique, est leur frère, est leur concitoyen. Donc pour moi, il est important de pouvoir travailler à ce que ce BT, ce Sanoufo devienne d'abord un citoyen, afin qu'il puisse considérer l'autre non pas comme étant un étranger ou un Ivoirien de catégorie secondaire, mais un Ivoirien qui est son égal. Régler la question dans cette dimension économique, ça va permettre de pouvoir aider les choses. Et puis par la suite, je reviendrai sur la question même de l'état civil qui a venu aussi aggraver la situation, surtout lorsqu'il y a cette insécurité au niveau de l'organisation de cet état civil, où on a le sentiment que quiconque pourrait aller et se saisir ou s'approprier la nationalité. Très bien. André Sylvain-Conan, certains dans leur développement ont pointé du doigt les hommes politiques. Faut-il accuser la classe politique d'entretenir la confusion entre nationalité et identité? Je pense. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Chez nous, à Bokanda, depuis qu'on mène des actions d'ordre communautaire, on a un slogan. Bokanda, c'est chez nous. Jusque-là, ça ne posait aucun problème. Aucun problème. Mais aujourd'hui, à la veille des élections, de nombreuses personnes commencent à dire, mais Bokanda, c'est chez nous. Ça veut dire quoi? Donc, les autres ne sont pas... Jusque-là, ça ne posait aucun problème.
ce sont des politiciens qui instrumentalisent là. Nous, c'était juste un slogan pour dire que nous sommes fiers d'être de cette communauté, nous sommes... voilà, rien d'autre derrière. En réalité, l'ivoirité est l'âme fatale de nombreux Ivoiriens. Djibrosso, il en a parlé tout à l'heure. Moi, c'est une localité que je connais, avec ses 13 villages. Djibrosso, qui est donc le chef de sous-préfecture, Madji, Moyako et tout ça, je connais très bien. Il y a effectivement des campements baoulés, 7 à 8, qui ne sont pas assez gros. Mais je vous assure, le jour où un natif de ces campements voudra être député là-bas, on va lui répéter la même chose. Va chez toi. ça va se dire. Parce que l'ivoirité est l'âme fatale de nombreux Ivoiriens sur le plan politique. Vous voyez, allez au dîner, on a ce qu'on appelle les Sidinani, les 4 grandes familles fondatrices du village, du département. Ali en sait quelque chose. Voilà. Si vous êtes Touré, mais Touré venant du Mali, le jour où vous voudrez vous présenter, on va vous dire attention, il y a Touré et Touré. Il y a eu des cas comme ça au dîner. Donc, c'est l'âme fatale. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a 4 sortes de personnes qui gravitent autour de l'ivoirité. Il y a les ivoiritaires, ceux qui vous disent, droit dans les yeux, va chez toi, pendant un moment de colère. Et tu vas ajouter tout de suite, non, non, ce n'est pas injure. Si, c'est une injure. Parce que sinon, tu l'aurais dit à des moments sereins. Mais c'est pendant des moments de colère, de palabres, qu'ils te rétorquent, va chez toi. Ce genre d'individus ne savent rien de ce qu'est un État, une nation, une identité culturelle, une identité nationale. Un Ivoirien est libre de se présenter où il veut en Côte d'Ivoire. Deuxième catégorie, il y a donc ce que moi j'appelle les ivoiriphobes. Les ivoiriphobes, ce sont ceux qui, tout de suite, comme on commence à le dire, par exemple, pour Bokanda, c'est chez nous, qui sont tout de suite en train de vouloir complexer l'ivoirien sur un certain nombre de problèmes. Je vous donne un exemple simple encore. Prenez le jugement de Toussaint Nguessan. Il y a eu un procès. De nombreux Ivoiriens ne le savent pas. Il y a eu un procès en décembre 2024. L'un des procès les plus équitables. 5 personnes ont été condamnées, dont 2 Maliens, 2 jeunes Maliens. Mais à part Ivoire Hebdo, vous ne trouverez aucun journal, aucun, qui va relever la nationalité de ces 2 jeunes Maliens. Mais les médias du monde entier ne se gênent pas de dire un Ivoirien a tué quelqu'un au Canada, un Ivoirien est chef de gang à Marseille. Voyez, parce que les ivoiriphobes ont réussi à mettre dans l'esprit de nombreux Ivoiriens qu'en réalité, ce que vous êtes en train de faire, relever juste la nationalité de quelqu'un, c'est de l'ivoirité. Non, ce n'est pas de l'ivoirité, c'est un fait. Maintenant, il y a ceux que j'appelle les ivoirophobes. Eux, ils peuvent vivre en Côte d'Ivoire ou non, et puis ils n'aiment pas les Ivoiriens, tout simplement. On le constate aujourd'hui avec la tendance AES et tout cela, on le constate. Et puis, les ivoirophobes, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire ou non, qui aiment l'identité ivoirienne, qui aiment la culture ivoirienne et tout cela. Donc, oui, il y a une instrumentalisation des 2 côtés, de ceux qui ont inventé l'ivoirité, qui ont eu un glissement sur le plan politique, et puis il y a une instrumentalisation aussi de ceux qui ont passé le temps à pourfendre le concept. Moi, personnellement, en 2020, à sa demande, le président Henri Konan Bédié a cherché à me rencontrer. À sa demande. Je lui ai dit, vous avez tenu des propos concernant les Maliens, je n'ai pas aimé. Et parce que c'était la première fois où j'ai évoqué le problème avec lui, ceux qui me connaissent, ils savent, quand je rencontre les personnalités, tout ce que je leur reproche, je le dis en même temps. J'ai dit, l'ivoirité, ça n'était pas bon. Et il a dit, on a laissé tomber ce concept. Il me l'a dit. Parce qu'il a eu conscience que, et si vous voyez bien, le président Henri Konan Bédié ne faisait plus référence à l'ivoirité dans son langage public. L'ivoirité, là, de nombreux Ivoiriens ont cela en eux, qu'ils soient du nord, du sud, de l'Est ou de l'Ouest, parce que je vous donne encore un autre exemple, c'est une personnalité du RHDP qui a subi, elle-même, elle a dit, qui a subi une forme d'ivoirité à Tafiré, parce qu'elle disait que, les gens disaient qu'elle n'était pas tout à fait autochtone. Donc, c'est l'âme fatale de nombreux Ivoiriens. Et ça n'est pas bon, parce que ça détruit l'idée de nation. Et comment on peut rectifier le tir, Eric Bayala, selon vous? Moi, je l'ai dit, je pense que la notion de nationalité, de catégorisation des Ivoiriens, c'est vrai, beaucoup de concepts ont été évoqués, mais essentiellement, ce sont les politiques qui ont vraiment pourri le landerneau en ce qui concerne cette notion. Parce que, souvenez-vous qu'à la période Houphouët, il y avait cette possibilité, quand il y avait les affectations en 6e, où les gens du Nord cherchaient des tuteurs un peu partout au Nord, et ceux du Nord aussi en cherchaient un peu partout dans toute la Côte d'Ivoire. Mais jusque-là, il n'y avait pas eu de problème. Mais c'est lorsque, au niveau de la politique, on dit
à une catégorie d'Ivoiriens, sinon à l'ensemble des Ivoiriens, que vous avez en face le candidat de l'étranger et que nous sommes le candidat de la Côte d'Ivoire. Mais quand ce langage est tenu dans des périodes sensibles comme des périodes électorales et que c'est repris à volonté par bon nombre de militants parce qu'il faut jeter l'anathème sur quelqu'un qui, vraisemblablement, aujourd'hui, quand bien même qu'il a été taxé de tous ces vieux démons, il a montré son amour pour la Côte d'Ivoire. Quand on regarde le rayonnement au niveau économique, au niveau du développement, ceux même qui disaient qu'ils étaient véritablement des Ivoiriens, quand ils étaient à l'œuvre, on a vu leur amour pour la Côte d'Ivoire. Et donc pour nous, aujourd'hui, il n'est pas question de revisiter peut-être même les curricula. Cela renvoie à la morale au niveau des intellectuels, au niveau politique. Il faut qu'ils arrivent à reconsidérer leur position. Parce que de plus en plus, ce langage-là n'arrive plus à prospérer. C'est vrai que ça pourrit l'atmosphère, mais vous savez, dans certaines localités où des gens estiment, ils vont même prendre des gens qui ont des noms peut-être à consonance nordique, mais ils estiment que cette personne a plus de mérite dans son assistance aux populations, dans sa proximité aux populations, que les natifs, sinon les originaires de certaines localités. Où vous avez un chef de village, il a dans son village, naturellement, à Gagnoua par exemple, vous arrivez dans n'importe quel village, vous avez les quartiers qu'on appelle quartier du Labougou. Mais les gens, ils sont établis depuis des lustres, ils ont eu des enfants, ces enfants ont été à l'école, ils font partie de la mutuelle du village. Mais quand toutes les fois que ces jeunes gens qui sont devenus des cadres reviennent au village, ils visitent régulièrement le chef du village, la communauté, ils leur apportent assistance, pendant que certains de leurs enfants, qui sont devenus cadres, qui sont en ville, n'ont pas cette attitude. Ils accusent les villageois de sortir de cela. Mais quand il arrive des questions électorales et que même la chefferie estime que l'enfant même qui est issu de Djoulabougou a eu plus de convenance à l'endroit du village que ceux qui portent le nom du village, et que pour eux, c'est une occasion de lui apporter, s'il vous plaît, cette reconnaissance-là en lui donnant un poste électif. Mais les vieux démons s'invitent dans ce débat pour dire vous n'allez pas laisser vos enfants pour aller choisir quelqu'un qui est venu dans le village. Finalement, on se pose la question, qui est le fils authentique et qui ne l'est pas? C'est celui qui s'occupe du père malade ou c'est celui qui a le bénéfice seulement de porter le nom du père? Voici donc la question. Donc pour nous, c'est une question de sensibilisation au niveau des politiques, que les politiques puissent comprendre que toutes les notions rattachées à la nationalité ou bien à l'appartenance d'une localité pour faire, qu'on appelle ça, pour faire acte de candidature ne prospèrent pas. Vous avez vu le Premier ministre Emmanuel Valls. Il était Premier ministre en France, il allait être candidat aux législatives, aux municipales en Espagne. Vous avez Benchek, qui est député des Français du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Il est ivoirien, mais il siège au Parlement français. Vous avez encore un sénateur, Ruel, qui est sénateur, il est ivoirien d'origine, mais il siège au Sénat français. En somme, ça peut dire qu'il faut que les gens arrêtent ces termes consigrus qui consistent à donner des notions galvaudées pour saper, si vous voulez, la morale, l'intellect et le profil même des honnêtes citoyens qui ont un amour propre pour la Côte d'Ivoire et qui veulent se mettre au service de ce pays. Très bien. Parce que on peut être d'origine diverse, autre que celle de la Côte d'Ivoire, mais l'amour que vous avez pour participer à l'essor de ce pays peut prendre une proportion un peu plus élevée, sinon un peu plus importante, que celui qui a le seul mérite d'avoir un nom qui sonne authentiquement ivoirien. Donc c'est un faux débat. Il faut que les gens remettent les chronos à l'heure et qu'ensemble, on se regarde dans les yeux pour bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. En définitive, la question de la nationalité et de l'identité en Côte d'Ivoire dépasse largement les textes de loi. Elle touche à l'histoire, à la politique, mais aussi aux émotions et aux perceptions individuelles. Si ces notions font débat, c'est parce qu'elles déterminent qui appartient, qui décide et comment se construit une nation. Comprendre ces enjeux est essentiel pour avancer vers une société plus apaisée et inclusive. L'objectif n'est pas de diviser, mais d'ouvrir un dialogue basé sur le respect, la vérité et la connaissance. Merci d'avoir suivi cette vidéo et continuons ensemble cette réflexion. Abonne-toi pour ne rater les actualités mondiales futures.